en franco-provençal, on va faire un peu les deux. En franco-provençal avec cette graphie dite historique, la même que Himmler vous a montré hier. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les idéologies linguistiques. Donc je l'ai appelé, si je dis ce qui est écrit en franco-provençal, c'est déconstruire quelques stéréotypes sur les langues minoritaires et le franco-provençal. Donc déconstruire certains stéréotypes sur la langue minoritaire et le franco-provençal. Et ce qu'on va faire pendant cette première intervention d'aujourd'hui, on va déjà commencer par définir ce que c'est que les idéologies linguistiques. On va parler de quelques préjugés liés au plurilinguisme et aux langues minoritaires en général, mais ce qui nous concerne directement pour ce qui concerne le franco-provençal. Et ensuite, on va aborder cette question à partir des exemples très concrets. Donc, on va voir quelques extraits d'interaction spontanée en franco-provençal. Et à la fin, je vais vous proposer un petit groupe, peut-être sur un extrait de conversation. Donc, je vais commencer par cette citation. Donc, dans l'original, c'est Statesmen about language are never only about language and they are never only statement. Les propos sur la langue sont jamais marqués les propos et sont jamais marqués. Il y a une erreur, pardon. Elles ne sont jamais marquées sur la langue. Qu'est-ce que c'est voilà. Les propos sur la langue ne sont jamais marqués sur la langue et ne sont jamais marqués des propos. Pardon. J'ai écrit tard hier soir. Quand même, on comprend l'idée. Donc, l'idée, c'est que chaque fois que les gens parlent des langues, en fait, ils expriment bien plus que juste des jugements sur une langue ou une autre. Ça a toujours un lien avec les rapports entre les groupes associés à ces langues, donc les rapports sociaux, les rapports, entre autres, les hiérarchies, par exemple, sociales, le prestige associé à un groupe ou à un autre, etc. Donc souvent, quand on parle de la langue, c'est pour ne pas parler d'autres choses, telles que, si vous voulez, le statut social, l'ethnicité, ou l'origine, ou autre chose. Alors, on commence par quelques idées reçues, et après on va voir ce que ça donne. Le premier, une communauté plurilingue est un cas marginal. Donc une communauté plurilingue est un cas marginal. On peut aussi le reformuler comme un individu plurilingue est un cas marginal. C'est-à-dire en gros, cette idée selon laquelle les Français parlent français, les Italiens parlent italien, les Allemands parlent allemand, les Suisses parlent suisse, etc. Évidemment, rien de plus faux, mais pas uniquement pour le dernier cas, évidemment. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a quelques 7000 langues sur Terre, il y a 200 États, donc il y a 3-5 fois plus de langues que l'État, ce qui veut dire que l'immense majorité de la population de la Terre est plurilingue et vit dans des environnements multilingues. Donc, ce que nous voyons pour le cas du franco-provençal, par exemple, comme ici Val d'Ost, on a les gens qui parlent normalement plusieurs langues, eh bien, ce n'est pas quelque chose de marginal. À l'échelle de la planète, c'est quelque chose de normal, vraiment la chose la plus typique. Par contre, il s'agit là d'une idéologie linguistique qui émerge avec l'émergence des États-nations, donc vers la fin du XVIIIe siècle, et puis qui devient vraiment répandue dans le monde occidental déjà beaucoup plus tard, donc vers la fin, ou en tout cas la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui légitime l'existence de ces États-nations, étant ensemble la langue, le groupe et le territoire. Petite illustration. Ce que vous voyez ici, je pense qu'on ne peut pas trop lire, mais de toute façon, ce sont toutes les langues qui sont actuellement en danger, et il y a les différents niveaux de danger selon les couleurs. Et un peu de statistiques, donc, comme j'ai dit, il est normal pour les gens d'être plurilingues, mais
vous voyez que c'est pas du tout partagé d'une manière égale. Donc il y a un très grand nombre de petites langues qui sont parlées pour 0,2% de la population. Et puis il y a quelques grandes langues qui sont parlées par une très grande partie de la population. On passe à notre deuxième point. Un bon bilingue, mais qui n'est jamais laissé à l'aide. Donc, un bon bilingue ne mélange jamais les langues. C'est aussi une autre idée reçue, et il faut dire que ceux qui mélangent les langues, en fait, ne maîtrisent aucune des langues correctement. Là encore, c'est une idée qui est très répandue, qui est très fausse, si l'on veut dire, comme ça. Je peux citer un créoliste, Robert Lepage, qui disait, par rapport justement à cette idée d'une langue comme système de règles clos et délimitées, il n'est pas dans la nature de la langue humaine que des objets de ce genre puissent exister. Donc, un système linguistique, évidemment, c'est un modèle très utile pour les linguistes. On peut parler de paradigmes, par exemple, de conjugaison des verbes en franco-provençal ou en franco-provençal de la commune X, Y, etc., en italien, etc. Mais dès qu'on regarde ce que font les gens qui les parlent comme des langues maternelles, eh bien, c'est pas ce qu'ils font. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de le savoir. C'est une interaction comme ça, spontanée, avec quelqu'un qui avait 82 ans, je pense, et qui dit j'aime la montagne, et puis là-haut, c'est le cadre, et bravo, il y a une vue. Quand le Tour de France est passé, oh là là, un bravo machin. Donc, si on veut décrire ça un peu au niveau des interférences linguistiques ou de ce qu'on appelle code switching ou alternance linguistique, on peut dire qu'au début il commence par le français et après il passe au provençal et tout à la fin il met encore un mot français. Ce qui à la fois serait vrai et à la fois ça ne nous apprend pas grand chose sur ce que ce monsieur-là est en train de faire socialement, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quand même de parler une langue qu'il perçoit comme du patois. Sûrement, je dis exprès le mot patois parce que pour lui c'est du patois. Mais on voit que donc, il y a les deux langues de son répertoire linguistique, le français et le franco-provençal, il les met ensemble. Et c'est très, très typique. Je vous donne encore un exemple de la vallée d'Ost. Je l'avais déjà donné à une autre occasion, mais je vais bien. Je le reprends. C'est aussi une conversation spontanée. Et il y a quelqu'un. À un moment, on commence à parler de Facebook. Et quelqu'un dit c'est pas 5 è Facebook. Et l'autre dit ah, se va pas 5 è. Aggiornate è l'art che ti intrisse de notre terre moderne et pas à vivre des illusions du passé mythifiées. Comunque ni mandulo sur Facebook. Et alors, vous avez la traduction, donc je ne vous la lis pas. Si là encore on veut vraiment regarder ce que fait cette personne, on peut dire que, par exemple, si on regarde Aggiornate, il faut dire que dans la vérité du franco-provençal parlé par cette personne, il dit le zor, le zeng, le zuven, etc. Pas genre Jane, Jovan, ça existe, mais pas pour lui. Dans son système, dans le système phonologique de son parler, phonologiquement, c'est quelque chose de très bizarre. Et bon, lexicalement aussi, c'est une chose assez bizarre. Parce que forcément, c'est un verbe qui vient de l'italien. On ne peut pas dire que c'est de l'italien parce qu'il y a T à la fin. Donc la forme, quand même, grammaticale, c'est du franco-provençal. Et l'arbre aussi, parce qu'en franco-provençal, normalement, c'est les l'arbre, c'est l'heure, littéralement. En italien, c'est e ora. Et là, syntaxiquement, c'est un peu les deux. Quand il dit, genre, et pas à vivre, ça pourrait être le franco-provençal, mais dès qu'on arrive à l'illusion du passé, et pas illusion du passé, c'est déjà forcément du français. Donc. Et encore une fois, et la même chose pour mythifier. Et après, comunque ni mandulo, comunque c'est l'italien, mais c'est très très largement utilisé par les gens qui parlent franco-provençal. Est-ce qu'il faut dire qu'ici, il y a toujours des alternances linguistiques entre le franco-provençal, l'italien, le français, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois? Ou bien, il faut dire juste que quand les gens parlent franco-provençal, puisque
tous les participants de la conversation partagent le même répertoire linguistique, c'est aussi le fait de partager ce même répertoire linguistique qui crée en fait l'appartenance à la communauté. Quand la personne ne doit pas penser ne doit pas vraiment faire très attention de ne faire qu'une seule langue. Et je fais juste une petite parallèle pour justement reprendre cette dernière partie de ce que j'ai dit comme idéologie linguistique, que ceux qui mélangent des langues ne maîtrisent aucune des langues correctement. Donc pour le mettre en parallèle, l'expérience que j'ai eue encore en travaillant à Saint-Pétersbourg, pendant quelques années, je travaillais dans les services diplomatiques français, donc à l'Institut français. Il y avait les Français, en fait, mais qui parlaient très couramment le russe, les Russes qui parlaient très couramment le français, qui faisaient tous et toutes la même communauté de pratique. Et en gros, spontanément, c'était à peu près la même chose. N'empêche que les deux langues, évidemment, sont des langues très standardisées, et en plus, toutes les personnes qui étaient engagées dans ces conversations, tous les jours, pratiquement, se retrouvaient dans une situation où ils devaient produire un discours uniquement en français ou uniquement en russe, et en plus, très dans sa forme la plus standardisée, raffinée, et tout ce que vous voulez. Donc, c'est juste la chose naturelle que font les humains, qui sont plurilingues, et comme on a compris, plusieurs sont plurilingues. Ouais, ça je passe vite parce que je pense que c'est assez évident pour tout le monde, mais c'est aussi quelque chose de très répandu. Le bilinguisme est bon sang pour le développement du humain. Donc le bilinguisme est néfaste pour le développement cognitif des enfants. Et justement, ça fait partie des peurs qui sont très souvent exprimées par les parents dans les situations de langue minoritaire. Par exemple, c'est en fait ce qu'on a vu hier dans cet extrait de la dame qui disait que avant qu'elle aille à l'école, les parents ont commencé à lui parler en français pour qu'elle puisse quand même faire ses études, etc. Et donc il y a cette idée que il est difficile pour un enfant d'apprendre les deux langues, que ça va le retarder dans son développement, etc. Il n'y a aucune étude scientifique qui aurait montré ça, et il y a beaucoup d'études scientifiques qui auraient montré le contraire, que le bilinguisme c'est bien au niveau cognitif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça aussi, je le dis assez vite parce que ça doit être assez évident, mais ça existe aussi, le monolinguisme égale paix et tranquillité. Donc le monolinguisme est égal à la paix et à la tranquillité. Et on le voit que souvent, quand il s'agit par exemple de politique linguistique, on dit que, on le dit plutôt pas, mais on voit qu'il y a derrière des idéologies linguistiques selon lesquelles laisser perdurer des pratiques en une langue autre que la langue nationale constituerait une atteinte à l'unité de la nation. Et on le sait, on ne peut pas dire que le monolinguisme entraîne que le monolinguisme serait la garantie de la paix, que le plurilinguisme entraîne des conflits. Je donne un exemple, je pense, c'est la Suisse. En plus, il y a deux exemples de la Suisse, mais c'est toujours la Suisse. Ça, c'est la carte officielle, donc la Suisse romande, la Suisse alémanique, Suisse italophone et une partie romanche, les quatre langues officielles. Il y a une autre vision concurrente de la division linguistique en Suisse, où en plus le franco-provençal dans laquelle ceux qui ont créé cette carte se réfèrent comme un arpitan, une autre nom concurrente surtout, utilisé par certaines associations. Bon, il y a deux visions concurrentes, tant pour dire toute carte a ses limitations, tant celle-ci que celle-là, parce que ça nous fait croire que, par exemple, dans toute la Suisse romande, on ne parle que le français. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Si vous arrivez n'importe où en Suisse romande, vous entendrez sûrement plein d'autres langues autour de vous. Ici, ça nous fait croire que toute la Suisse romande parle l'arpitan. Et un peu de franc-comtois, pour quelqu'un qui pensait qu'elle parle jurassien, là c'est franc-comtois. Mais enfin, voilà. Ce sont les manières différentes de présenter graphiquement, si on veut, la réalité linguistique qui est toujours plus compliquée, et plus complexe. Mais en même temps, quoi qu'il en soit, on sait très bien que c'est un plurilinguisme qui est
tout à fait visible. Autre chose qui est un peu liée à ce qu'on a dit. Une autre chose, donc une lengua, une culture, une langue égale une culture. On ne peut pas dire que... ça, c'est une autre chose qui est très... on le voit très souvent. On ne peut pas dire que des individus qui parlent des langues différentes peuvent... qu'ils ne partagent pas la même culture et vice-versa. Donc, je vous donne pour un instant un exemple en dehors du domaine franco-provençal, mais qui me semble assez éloquent à ce sujet, pour la culture matérielle. Donc, c'est l'exemple de mon tout premier terrain, il y a 20 ans. Et c'était le terrain donc en Ukraine, dans une communauté qui avait une identité grecque très forte en plus, et une communauté grecque près de Mariupol, qui parlait ce qu'ils appelaient le grec. J'y reviens tout à l'heure. Et pour ce qui concerne les pratiques culturelles, il y a plein de gens qui me disaient que vraiment l'élément clé de cette culture, c'est cette petite table ronde, basse, qu'ils appelaient sofa. Et qui me disaient, par exemple, vous n'êtes pas vraiment membre de la communauté avant que vous ayez partagé le repas autour de la sofa et des choses comme ça. Ce que vous voyez ici, par contre, sont des photos du musée ethnographique de Crimée. Et ça, c'est, disons, l'habitat typique de différentes communautés de la Crimée. Pas des Grecs. Si, il y a des Grecs, c'est pas sur cette photo. Ici, donc, vous avez les Caraïbes, les Krimtchaks et les Arméniens. Et on pourrait en rajouter d'autres. Enfin, pour dire qu'on voit que c'est l'élément central de plusieurs communautés qui parlent de langues complètement différentes, des familles linguistiques différentes, qui ont, à part ça, des pratiques culturelles aussi très différentes. N'empêche que ça peut être l'élément central dans chaque culture respective, sans être quelque chose qui les distingue des voisins. Pour revenir en quelques mots sur la langue, et ça, c'est une autre partie du stéréotype. Donc, une langue, les groupes a un groupe particulier, une langue définie à un groupe particulier. Juste pour terminer l'exemple que j'ai commencé à mener, cette langue grecque qu'elle parlait, en fait, pour les linguistes, c'est une langue turcique, qui est apparentée donc au tatar de Crimée et au turc. Ça n'empêche nullement au groupe d'avoir une identité grecque, de faire partie vraiment du groupe grec, avec des groupes hellénophones de la région, de la mer d'Azov et aussi de la Grèce. Et pas dans cette communauté imaginée, si on veut, des peuples turcs avec qui ils partagent la langue. Mais pas par exemple la religion et d'autres choses. Et donc pour revenir au Val d'Ost, ben, là aussi, et au domaine franco-provençal, mais je vais vous donner l'exemple de la Val d'Ost. Par exemple, il faut dire qu'on a une seule communauté plurilingue qui parle le franco-provençal italien, et marginalement le français, et le Weser, comme on fait sur toute la vallée d'Ost. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs communautés différentes si on parle vraiment d'idée que non, ceux qui sont franco-provençal, c'est une autre communauté à part, et par rapport à ceux qui ne parlent pas, etc. En fait, la vraie réponse, ça dépend des représentations des gens. Ensuite, je vais vous donner aussi un autre exemple, le deuxième exemple un peu exotique. Mais pour cette idée, langue et groupe, pour dire qu'il y a des cas dans le monde où on voit que ce n'est pas le cas. Par exemple, il y avait jusqu'à la guerre froide, il n'y avait pas de frontière entre la Russie puis l'URSS et les États-Unis, parce que les peuples qui étaient là près du détroit de Bering disaient qu'il y avait des liens de parenté entre les gens qui étaient là et les gens qui étaient là. Et au début, c'était assez bizarre pour les chercheurs, parce que ces gens-là ne parlent pas les mêmes langues, et que les chercheurs partaient d'idée qu'ils doivent créer le même groupe, former le même groupe, s'ils parlent la même langue, et ce n'était pas du tout le cas. Parce qu'il y avait des gens qui parlaient des langues tchouk, kamtchadal, et d'autres qui parlaient la langue esquimau-aléoute.
Pourquoi c'était le cas pour eux? Parce qu'il y avait cette idée que, en fait, il y avait une pratique comme quoi, s'il y avait un enfant qui mourait, non, s'il y avait un enfant qui naissait, on lui donnait le nom de quelqu'un qui venait de mourir. S'il n'y avait personne dans le village, ils allaient plus loin, et forcément, c'était un pêcheur. Très souvent, ils allaient le chercher de l'autre côté du détroit de Bénin. Et dans leur représentation, ça créait des liens de parenté. Parce que c'était lié à une conception de réincarnation, en fait, voilà, ce qu'ils appelaient les non-âmes. Donc, bref, donc on voit ici que la langue n'a vraiment pas d'importance. Et pour revenir à l'Europe, très souvent, c'était aussi le cas, justement, jusqu'à l'apparition des idéologies nationalistes, où c'était plutôt qui est le vassal de quel seigneur, ou bien les frontières religieuses. N'empêche qu'aujourd'hui, tout ça, ça a devenu quand même des idéologies dominantes. Je vais juste donner un exemple pour ce qui concerne plus la vision officielle, et après on va passer quand même aux visions des locuteurs, encore une fois, mais je voulais vous donner cet exemple. Si vous regardez ce que font officiellement les États du domaine franco-provençal, par exemple, et je donne mon exemple personnel parce que je l'ai, donc je peux le donner. Quand je suis au Waldos, au bout de 2 ans, j'ai reçu la lettre pourquoi je devais prouver que j'étais bien intégrée dans la société valdôtaine, et je devais notamment prouver ma maîtrise de la langue italienne et de la culture italienne. C'était les choses les plus importantes, mais en fait on pouvait gagner plusieurs points. Et il fallait gagner un certain nombre de points pour démontrer qu'on est intégré. Même si les points majeurs c'était pour la langue italienne et la culture italienne, il y avait aussi des points pour un peu n'importe quoi. Le fait de se trouver un médecin, par exemple, d'autres. Il n'y avait pas un seul point qui concernerait la pratique de la langue franco-provençale ou les choses comme ça, comme si ça n'existait pas. En plus, tout ça c'était uniquement en italien, sauf le mot présidence dirigeant. Voilà. La seule chose. Sauf ça et ça, il y avait plusieurs pages en italien. Et si je compare avec mon expérience réelle, que j'ai passée ici, qui était presque entièrement en franco-provençal, eh ben, on voit que les idéologies linguistiques et les pratiques linguistiques, ce sont quand même 2 choses bien différentes. Une chose très similaire sur la France, il y a aussi l'accord d'intégration et il y a aussi il faut savoir, donc, il faut connaître la langue française et comment marche la société française. Pour la Suisse, ouais, après je passe à autre chose. Curieusement, c'est assez similaire, sauf qu'il y a plusieurs langues, mais en même temps c'est similaire. C'est-à-dire que les 2 fois, parce que j'avais 2 fois de séjour en Suisse, de quelques années même, avec quelques années d'écart, donc j'ai passé 2 fois la même procédure, et c'est au moment où on demande le visa de séjour, et chaque fois, c'était même pas aux mêmes endroits, mais c'était la même procédure. On m'a demandé quelle était la langue principale de travail, j'ai dit c'est le français, donc on m'a posé plein de questions en français, et puis on m'a dit est-ce que vous parlez anglais, j'ai dit oui, on a commencé à parler anglais, on a continué avec la discussion. On m'a demandé si je parlais allemand, on a parlé allemand. Et puis la dernière fois, c'était assez drôle parce que la personne a dit je suppose que vous parlez aussi italien, mais moi je ne le parle pas, donc je ne peux pas vérifier. Encore une fois, jamais aucune mention de même aucune petite idée qu'on pourrait aussi parler les langues plus locales, disons. N'empêche qu'en réalité, si on pense à vraiment l'intégration dans les communautés locales, surtout les petites communautés comme les communautés de montagne, on sait que c'est très important. Je fais un peu vite fait. Bon, ça, je dis en 2 mots, donc la distinction entre la lingua et le dialecte linguistique, la distinction entre la langue et le dialecte linguistique. Non, dans le sens où c'est toujours quand même la distinction politique, où on dit que ce sont 2 langues différentes, où on dit que ce sont 2 dialectes de la même langue. Il y a les critères linguistiques, mais ils sont jamais, on ne peut jamais dire à 100%, voilà.
là, on sait. Et là, c'est une chose qui est importante quand on parle des langues en danger. Donc, cette idée, la langue est un organisme vivant qui peut mourir. La langue, c'est un organisme vivant qui peut mourir. C'est l'idée qui vient du 19e siècle. On a aujourd'hui ce discours aussi qui dit que un groupe qui est construit comme ça, il y a X langues dont Y% va mourir dans cette année. Donc il y a une pronostic très fameuse de Krauss que de 6000 langues qui existaient donc qu'on comptait en tout cas en 92, dans 100 ans, il ne restera que 600, c'est-à-dire que 90% vont disparaître. Ça peut mettre en question évidemment le fait qu'il y a des langues qui cessent d'être parlées, mais déjà une chose, évidemment la langue n'est pas un organisme vivant, c'est la pratique des personnes vivantes, comme le rire, la danse, le chant, tout ce que vous voulez, donc ça ne peut pas mourir. Ce sont des gens qui peuvent cesser de pratiquer ça pour des raisons sociales, économiques, politiques, tout ce que vous voulez. Donc ce discours cache un peu tous les conflits et tous les enjeux justement socio-économiques, politiques, les rapports de force entre les groupes, etc. Sous cette métaphore organique. Mais en plus, ce type de discours, du coup, nous pose plein de questions. Mais qu'est-ce qui compte comme une langue et pas le dialecte d'une autre langue? Qui compte comme locuteur de cette langue? Par exemple, est-ce que la langue est morte, entre guillemets? S'il ne possède que de locuteurs qui l'ont apprise tardivement. Et Michel parlera tout à l'heure de son profil de locuteur. Donc voilà, je lance juste cette idée. Donc voilà, on a quand même des soucis avec cette métaphore. Et là, on va, donc, ça va très bien, dans cette deuxième partie de mon intervention, on va regarder maintenant plus près, concrètement, ce qui se passe au niveau des interactions quotidiennes en français, sachant qu'il y a une chose que je voulais quand même souligner, et on peut repenser à cette citation avec laquelle j'ai commencé mon intervention, que les propos sur la langue ne sont jamais que sur la langue et ne sont jamais que les propos. Pour la première partie, je pense qu'on a plus ou moins compris. La deuxième partie, je vous donne un exemple. Et c'est même pas les propos sur la langue, en fait, c'est ce que les gens font avec les langues. Par exemple, vous allez dans un café, ici, pour parler de trucs. Vous allez dans un café, vous n'êtes pas d'ici, mais quand même, vous imaginez plus ou moins ce que les gens parlent. Et vous voulez un café. Et vous pouvez dire, pas même café. Vous pouvez dire, mais prenez un café. Ou vous pouvez dire, un café s'il vous plaît. Sur le plan pragmatique, mais d'accord, on va le comprendre dans tous les cas. Et on le sait d'emblée, même sans connaître la personne en face de nous. Donc chaque fois, pourtant, est réellement dans la vie quotidienne des communautés plurilingues, les gens rencontrent ce type de choix, vraiment à chaque instant. Et c'est pas uniquement la question pragmatique, qu'est-ce que je vais parler comme langue, c'est aussi l'idée de, par exemple, si on choisit l'italien, ça sert justement à maintenir cette idée que, bon, on est quand même en Italie, et donc l'italien, a priori, c'est une langue plus ou moins neutre, si on ne sait pas qui est la personne en face de nous, si c'est la personne voisine, si on ne connaît pas de traduction, donc on va le faire. Si on choisit le franco-provençal, là aussi, ça mobilise d'autres types de représentation de la langue. Par exemple, on se dit, en fait, on est dans une commune de montagne. Normalement, il y a plein de gens qui parlent franco-provençal, donc à la limite, même si cette personne-là, parce que je ne la connais pas, peut-être elle ne parle pas, mais forcément elle le comprend parce qu'il y a plein de gens qui parlent. Ça, c'est déjà une autre chose. Le français, ça va être le choix le plus marginal, sûrement, mais on peut tout à fait se dire, c'est une région bilingue, donc je vais parler français.
Tout ça pour dire que les idéologies linguistiques ne sont pas